gut. Donc voilà, je me dis, pourquoi on ne pourrait pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêcherait de faire quelque chose? Voilà. Après, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'école, donc tout parent va faire des erreurs, va réussir certaines choses, forcément, se trompe, va avoir des loupés, etc. C'est l'école de la vie, c'est comme ça, il n'y a pas de... Donc, il n'y a pas de raison. Si on se sent capable, et l'envie, le désir et la force de le faire, autant y aller. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire, de ne pas se lancer. Voilà. La seule contrainte, elle est, hélas, elle est celle là, elle est financière, parce qu'il faut pouvoir le faire, ça a un coût. Voilà, à mon sens, c'est la seule contrainte, parce que qu'on soit des hommes, des femmes, ou quoi que ce soit, on peut y aller, il n'y a pas de raison. On n'est pas mieux ou pire que quelqu'un d'autre, on est des individus en fait, tout simplement. C'est ça qu'il faut savoir. On est des individus. Être parent, c'est deux individus. Ça peut être un individu aussi. Il y a des mères seules qui élèvent leurs enfants. Il y a des personnes qui élèvent leurs enfants. Pourquoi est-ce qu'ils auraient des manques? Ils y arrivent aussi, ils le font. Donc, que ce soit un papa, une maman, deux papas, deux mamans, un papa, une maman, ou tous les schémas possibles annexes, 3 papas, 4 mamans, tout ce que vous voulez, ça arrive, 2 papas, 2 mamans, voilà, tout ça, ça arrive. Et bien, il n'y a pas de raison. Je me dis que tant qu'on apporte les besoins fondamentaux et qu'on apporte de l'amour, et bien voilà, pour moi, c'est ça être parent. C'est ça, la paternité ou la maternité, c'est ça, pour moi. C'est simplement apporter de l'amour. J'ai une question du coup. Moi, je me pose souvent la question en fait dans ce désir d'avoir des enfants. En tout cas, je sais que j'ai un désir d'enfant ou d'éducation ou d'accompagnement dans la vie. Et la question que je me pose souvent, c'est finalement l'adoption, parce que c'est l'adoption et le recours à la GPA dans l'objectif d'avoir un enfant de sa chair, de son sang. Et du coup, je te pose la question, toi, dans ton parcours, finalement, est-ce que tu as pensé à l'adoption, même si c'est quasiment impossible dans le fait aujourd'hui, et voilà, comment tu t'es questionné par rapport à ça? Alors, oui, je me suis posé la question de l'adoption. Quand je vous disais qu'on n'était pas d'accord au début sur la façon de faire, on y a pensé, on s'est dit, il y a des enfants, effectivement, qui n'ont pas de parents. Pourquoi ne pas leur apporter cette chance ou notre amour, et voilà. Chose que vraiment ça m'aurait extrêmement plu, mais comme tu dis, il y a le problème de la réalisation. C'est-à-dire que je pense que c'est encore plus compliqué et voire presque impossible d'adopter que de faire une GPA. J'ai une amie qui a 2-3 ans, je crois, qui avait fait l'agrément, parce que vous passez un agrément, vous passez un examen pour pouvoir être parent quand même. C'est un peu ça, et donc ils n'arrivaient pas à avoir un couple hétéro, tout ce qu'il y a de plus classique, voilà, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, et donc ils sont passés par la case d'adoption, ils ont fait cet agrément, ils l'ont eu. Il faut savoir, dans c'était il y a 2-3 ans, il y avait à peu près, je crois, 198 couples qui ont eu cet agrément dans l'année pour 2 enfants. En Alsace, voilà, c'est départemental. Départemental, en Alsace. Donc, il faut être réaliste en tant que personne LGBT. Vous n'êtes pas dans le haut du panier et en priorité pour adopter un enfant. Ça, il faut. Voilà. Après, c'est pas moi qui fixe les règles de priorité et je comprends que ça doit être. Je ne voudrais pas devoir les faire parce que je pense que voilà, vous avez 2 places pour 198. Comment vous allez dire c'est vous deux et pas les autres? Voilà. C'est sûr que dans la société actuelle, c'est encore plus compliqué en tant LGBT. Donc c'est pour ça que ce choix-là, on ne l'a pas fait. Parce que voilà, c'est déjà très compliqué. Alors si on rajoute une dose d'impossible, voilà, on s'est dit, bon, il faut être un peu réaliste. Si on veut pouvoir concrétiser, il faut quand même aller dans le possible un peu. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait été formidable, quoi. Et
ce que je ressens en moi, mais je n'aurais pas senti de différence au niveau de l'amour que je porterai à cet enfant. Qu'on m'en donne un, qu'on me le mette dans les bras en me disant ben voilà, c'est maintenant dorénavant c'est votre enfant, ou à ce que on fasse ce processus et qu'on aille jusqu'à la grossesse, etc. Où là, voilà, cet enfant est vraiment le mien, entre guillemets, et qu'on me le mette dans les bras en disant c'est vraiment votre enfant, de la chair de votre chair. Voilà, après, ça c'est. Tout le monde n'a peut-être pas ce même ressenti. Moi, c'était le cas, ça ne m'aurait pas posé de problème, au contraire. Mais oui, l'adoption est très compliquée. Alors après, il y a une vingtaine d'années, vous pouviez adopter dans d'autres pays, etc. Là, maintenant, on oublie. Hein. C'est plus possible du tout, ou à peu près. Enfin, je pense que c'est encore plus compliqué qu'au niveau départemental. Enfin, donc, par exemple, le Rwanda l'a totalement interdit. Il y a plein de pays où en fait, c'est complètement fini avec tout le trafic d'enfants. C'est ça, oui. C'est un petit peu, il faut dire la vérité, c'est un peu du néocolonialisme. En plus d'être allé spolier tous ces pays, en plus, on part du principe qu'ils n'arriveront pas à s'en occuper, qu'on va mieux s'en occuper, il vaut mieux les parrainer dans ce cas-là. C'est ça. Voilà. Après, il y a l'adoption infra-européenne qui est encore autorisée, qui est possible. Ouais. Mais c'est compliqué parce que dans la plupart des pays, il faut avoir un lien avec ce pays européen. C'est pas bête, hein, Voilà, ça fait un petit critère. T'as pas une petite origine russe, moi? On m'a souvent demandé, mais non. Parce qu'en russe, si mais, il demande que tu prouves que t'es quelqu'un dans ta généalogie directe qui soit russe, donc là, il y a une possibilité. Pour la GPA, par exemple, c'est possible en Grèce. Seulement, il faut y résider au moins 6 mois de l'année. Donc ça rajoute encore une complexité. L'adoption ou la GPA? La GPA. Ah oui, d'accord. J'avais juste une petite interrogation quand vous avez dit s'il arrive quelque chose à l'enfant, le vrai père biologique. Mais si vous êtes marié, normalement un couple a le droit de rentrer. Normalement. Oui. Mais ça c'est dans la théorie, mais dans les faits non. Parce que vous n'êtes pas reconnu comme étant le père. Pour le moment, il n'y a pas l'inscription automatique Oui, à l'état c'est civil, ça. tu comprends? Il faut faire une transcription depuis l'acte de naissance. Et ensuite, il faut se déclarer comme père d'intention. Ce qui n'est pas juste vis-à-vis des mères, en fait. C'est que les femmes, en fait. Ça, c'est pas très juste. Ouais. Après, pour un couple de femmes, ce serait pareil. Tant que ce n'est pas reconnu, dans cette période où ce n'est pas reconnu, la deuxième maman resterait dehors aussi. J'ai des amis qui ont fait le même parcours que vous, mais aux États-Unis, il y a une bonne quinzaine d'années déjà. Ils ont deux enfants jumeaux, un garçon et une fille. Et eux ont fait le choix en tant que papa, dans leur rôle de parent, d'être entièrement transparents par rapport à la manière dont leurs enfants ont été conçus. C'est-à-dire que les enfants connaissent le four. Donc la dame qui les a portés, et ils connaissent aussi la donneuse d'ovocytes, à qui d'ailleurs un des papas a donné du sperme, et donc ils ont donné un demi-frère. Voilà, enfin, ils connaissent tout ça, c'est une espèce de tribu là, mais je ne dis pas ça du tout négativement. Oui. Alors, je ne sais pas ce que, est-ce que dans, c'est une question de parents, pas seulement d'ailleurs de papa, est-ce que cette transparence, ils le savent depuis tout petit? Comment vous pensez ça, vous, et comment vous le... Alors nous, on y a aussi réfléchi. Et donc on s'est dit, alors, on en discutait avec la famille, les amis, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Alors, on a d'abord organisé plein d'infos, on avait chacun nos points de vue, mais on s'est dit, on va un petit peu voir ailleurs aussi, qu'est-ce que tu en penses, quel est ton avis. Alors beaucoup nous disaient, ah non, ne lui dis pas, tant qu'il soit grand, qu'il soit en âge de comprendre, etc. Ça, c'était vraiment le son de cloche qu'on avait beaucoup. On écoutait, on disait ok, oui, je comprends, et puis après on regardait un peu des films ou des trucs où on voit
après 18 ans, ils découvrent que finalement c'est pas mon père, c'est pas ma mère, que j'ai été adopté, ou ces choses-là, etc. Donc voilà, on a un petit peu regardé à beaucoup de choses comme ça, parce qu'on s'est dit, bon, on avait notre point de vue, on s'est dit, bon, on va quand même un petit peu écouter ailleurs comment ça se passe, peut-être que c'est mieux, peut-être que c'est moins bien, peut-être qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, qu'on va découvrir. Et on est resté sur notre idée de base qu'on avait, c'était pareil, cette transparence. Parce que c'est déjà pas évident, enfin ce sera pas évident, sans doute, pour cet enfant d'avoir deux papas. Dans le sens où, forcément, à l'école, à un moment donné, avec des papas, t'as pas de maman, mais pourquoi, voilà, j'en passe, c'est des verbes que des pas, mais forcément, c'est quelque chose qui va arriver. Donc, pour cet enfant, il faut quand même qu'il puisse se construire et s'armer aussi contre tout ça. C'est la raison, on va dire, qui nous a poussé à aussi avoir cette réflexion. Il faut qu'il ait des armes, qu'il ait les reins solides pour pouvoir endosser, et pouvoir répondre et pouvoir passer outre toutes ces choses-là. Donc si déjà, en face, on va lui renvoyer que deux papas, c'est pas normal, etc., il va dire, bah oui, c'est vrai, c'est pas normal, comment ça se fait? Il va rentrer, il va dire, bah voilà, et puis là, oui, bah, on va te dire, en fait, finalement, machin. Donc c'est tout son monde qui va s'écrouler. Et on ne sait pas après aussi l'impact que ça peut avoir psychologiquement. Donc nous, on s'est dit, le jour où ça arrivera, pareil, on aura cette transparence. Il n'y a pas de raison, on aura une photo de la mère porteuse, il y aura des photos de la donneuse de d'ovocytes, et voilà, pour dire, voilà, oui, tu le ressens parce que c'est elle qui a donné son petit œuf pour que on puisse mettre la graine, etc. Ou voilà, c'est elle qui t'a porté dans le ventre parce que nous, on ne pouvait pas le faire. Voilà, c'est des choses qu'on s'est dit, voilà, pour que ce soit une normalité aussi. En tout cas, sa normalité. Et du coup, et que ça ne soit pas un handicap pour cet enfant. De se dire, mince, je suis différent, j'ai pas le même parcours. Oui, tu es différent, tu n'as pas le même parcours. Mais c'est normal. C'est ta normalité et ce sera ta force, ce sera ta vie, c'est comme ça. Donc c'est le choix qu'on a fait. Mais c'est vrai qu'après, tout est possible, ça dépend de chacun. Est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de faire? Je ne sais pas, mais voilà. Je pense que la transparence, en tout cas dans notre sens, c'était ce qu'il y a de plus logique. Quoi. Je peux vous dire que les jumeaux en question vont très bien. J'en doute pas une seconde. Je veux savoir, est-ce que tu sais s'il y a eu une avancée au niveau de la sécurité sociale quand justement on fait venir un enfant du Canada? Pourquoi j'ai rencontré il y a 2 ans un couple marié d'hommes qui du coup avaient le même parcours, qui appelé une mère aux États-Unis, et du coup ce qui a été compliqué pour eux, c'est à l'arrivée donc ils ont des jumelles. Et pour eux, ça a été à l'arrivée en France, quand il a fallu faire les papiers. Enfin, moi, je suis arrivé à ce moment-là, donc du coup, j'ai plus trop d'infos. Et en fait, ils n'arrivaient pas à faire inscrire leur fille à la sécurité sociale. En fait, parce que du coup, en fait, la sécurité sociale, il y a indiqué, issu de tel père, telle mère. Et du coup, en fait, ils allaient de bureau en bureau, en fait, à la sécurité sociale pour dire, du coup, on est deux papas, on a fait appel à une législation. Ah oui, mais non, c'est pas indiqué sur le. Enfin, en fait, il n'y avait pas la case pour cocher le truc des parents. Le formulaire n'existait pas. Parce qu'il y a la case père et la case mère. Voilà. Et du coup, en fait, c'était très compliqué pour eux parce qu'ils disaient, en fait, et vu que eux, aucun des deux ne sait, qui est le donneur. Bon, enfin, ils ont l'enveloppe avec mais eux, ont décidé de ne pas voir pour être les deux papas. Mais du coup, voilà, ils sont arrivés à la sécurité sociale et ça a été très compliqué l'arrivée des enfants, de leurs filles en France. Et du coup, est-ce qu'il y a eu une avancée? Alors ça c'est un peu, parce que maintenant, si je dis pas de bêtises, vous n'avez plus père et mère, vous avez parent 1, parent 2. Normalement, ça s'est amélioré là-dessus. Pas toujours, pas sur tous les documents, mais en tout cas une partie, ça commence un peu à faire son chemin. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que ça dépend aussi de l'acte de naissance qu'ils avaient en venant aux États-Unis aussi.
Parce que, par exemple, admettons que je sois le père biologique et la mère porteuse serait sur les papiers la mère biologique de l'enfant. Donc je serais moi le père, si c'était les biens, et la mère porteuse la mère. Donc il faut refaire transcrire pour que la barre est elle, pour qu'il y ait un deuxième papa. Une fois qu'on a ce papier-là, il faut le ramener en France et le refaire transcrire pour que ce soit accepté, validé. Donc ça dépend aussi à quel moment ils l'ont fait, etc. Donc, mais voilà, après, eux, ils avaient peut-être aussi le fait qu'ils ne savaient pas qui était le père biologique, vraiment. Donc je pense que ça a peut-être dû coincer. Dans le cas, on va dire, admettons que ce soit moi, ben, je peux dire, voilà, moi Mathieu, je suis le père biologique. Donc, du coup, je peux inscrire en mon nom. Mais donc, je pense que ça a peut-être aussi dû poser un souci, quoi. Mais en tout cas, je sais que ça a été simplifié parce qu'avant de faire cette retranscription, en France, ça mettait au moins 1 an. Là, vous l'avez en quelques mois. Ça a déjà une grosse avancée par rapport à ça. Non, la sécurité, Ah, c'est pas simple. Ah, ça va. Ah, si vous voulez un truc compliqué. J'avais une question de la part de Joël et après on pourra terminer. Oui, ben moi j'aime beaucoup t'entendre Mathieu, et ça me fait penser au premier témoignage que j'avais entendu il y a presque une dizaine d'années de Marina Ducon, qui a été une grande militante pour les droits des personnes LGBTIQ+ dans les églises et qui a été présidente du Carrefour de chrétiens inclusifs. Et il y a 10 ans exactement, lors d'une retraite spirituelle, elle nous avait développé, et elle n'est pas théologienne de formation, mais voilà, elle est très bien formée, toute une théologie justement, la théologie de la paternité, de la maternité LGBTIQ+. Elle nous avait expliqué que c'est assez impressionnant d'entendre les gens dire oui, mais ce sont des égoïstes, ils sont auto-centrés, ils pensent qu'à eux-mêmes, en plus ils restent dans leur communauté, alors qu'en fait, devenir père ou mère LGBTIQ+, c'est une grande histoire, disons, collaborative. Et ça demande forcément qu'il y ait des tiers. Et ça demande... Voilà, tu l'as très bien décrit. En plus, on consulte tout le monde autour pour éviter des bâclages, des remarques. On dit, ouais, à te consulter nos familles. Et elle expliquait que, en fait, c'était incroyable d'entendre tout ce qu'on disait sur les parentalités LGBTIQ+, parce que dans la réalité, c'était pas ça du tout. Dans la réalité, ça devenait une histoire de tribu. En fait, tout le monde se sent concerné au bout d'un moment. Il y a un truc à dire sur le fait que... Et donc, vraiment, c'est marrant. Et elle dit, voyez-vous les hétéros, quand vous essayez de faire un môme, soit vous consultez des personnes, vous couchez ensemble, tac, si ça marche pas mieux, et puis à un moment donné, vous l'annoncez, puis là, peut-être que vous avez quelques remarques. Et déjà là, c'est un peu pénible. Mais nous, quand on dit dans notre famille, bon, bah, peut-être qu'on aime... Ah, vous allez faire comment? Alors, vous allez aller... Moi, je suis pas tellement dans la GBA, et puis qui va prendre des hormones? Et alors, du coup, elle nous expliquait combien en fait c'était l'inverse. Et je trouve que, alors elle nous a fait toute une théologie comme ça de l'hospitalité aussi, de devoir accueillir le don de quelqu'un d'autre et devoir dépendre de quelqu'un d'autre. Elle a dit la parentalité LGBT elle est complètement dépendante de la société en fait. Et ça on s'en rend pas compte, on croit. Et alors elle mettait, donc je la reprends, d'un côté on nous dit que ce sont des caprices, et en fait nous on est complètement dépendant du bon vouloir des gens, des législateurs, des mères porteuses, des infirmières. Donc on n'est pas du tout dans une posture de caprice, on recueille les miettes sous la table. Et ça c'est une histoire de Jésus. À un moment donné, Jésus, une femme vient le voir, et puis elle veut elle aussi apprendre. Et puis Jésus, lui, il n'est pas là pour tout le monde dans sa tête, il pense qu'il est que pour certains. Voilà. Et puis à un moment donné, il y a ce dialogue un peu bizarre. Il dit oui, mais bon, voilà, je suis pas là pour les petits chiens, quoi. Enfin, je suis pas là. En fait, elle lui dit, le petit chien ramasse les miettes sous la table. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'elle avait développé ça, de dire, nous, on prend juste les miettes de ce qu'on veut bien nous donner, et on essaye de se faire tout petit. Et donc, on est très loin d'être dans une démarche de caprice. Donc, je t'écoute, et je me dis, il faut vraiment que ça s'allège, tout ça. Il faut que ça s'allège. C'est mon prière. C'est vraiment un parcours du combattant. Ah oui, ça. Et d'un autre côté, ça teste aussi votre motivation et votre envie, quoi. Parce que, comme tu dis, un caprice, c'est un caprice, au bout de 2-3 fois, déjà rien que
le premier dossier d'inscription, entre guillemets, ou de demande, etc., qu'on vous envoie, pas des comme ça. Donc déjà ça égrène déjà le côté caprice, quoi, parce qu'il faut le remplir et ça y va, quoi. Donc effectivement, quoi, c'est un chemin compliqué, mais bon, voilà. Quand on a un but et qu'on veut y aller, il faut se lancer. Voilà, dans la vie est comme ça, de toute façon, que ce soit pour ce projet-là ou quel que soit le projet, c'est pareil. Donc, et l'enfant sera toujours une surprise. On espère une bonne surprise. Et on est tous invités au baptême. C'est ici, non? Oui, Ce sera là. Le ou les. Nous, les enfants. Là, il n'y en aura qu'un, vu le chèque.